Bonjour à tous, bienvenue sur cette webconférence Jury Travail sur la mise en retraite et le départ en retraite des salariés. Alors on attend juste Mylène qui va arriver dans un très court instant. Je pense qu'elle a juste un petit souci informatique, mais elle arrive de suite. Je suis désolé pour ce petit retard. Elle me dit qu'elle arrive, c'est juste un petit souci informatique et elle arrive de suite. Donc pour commencer très rapidement, bonjour à tous. Donc je suis Kevin, je suis juriste, donc juriste chez Jury Travail Entreprise. Je suis avec Estelle, Mathilde et Valérie, membres de l'équipe Jury Travail Entreprise, et j'accompagne les employeurs, des RH, des CSE dans la résolution de leurs problématiques juridiques lorsqu'elles se posent. Bonjour à tout le monde. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui vient d'un petit peu partout, parce que je vois Paris, Cannes, Martinique, il y a l'Isère aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, donc merci à tous d'être présents. Je ne sais pas si Mylène va arriver. Donc, pour continuer comme ce qu'on fait d'habitude, donc Jury Travail, c'est donc le premier site d'information juridique de France. Nous sommes leaders de l'information juridique depuis près de 20 ans. Nous sommes plus d'une cinquantaine de juristes basés sur La Rochelle à répondre à l'ensemble des problématiques qui peuvent se poser pour l'ensemble de nos clients. Et nous disposons également d'une base de plus de 700 avocats qui peut vous permettre de répondre à des questions et notamment à du conseil si vous en avez besoin ou d'établir des devis en ligne. Nous sommes spécialisés essentiellement en droit du travail, mais dans tout droit. C'est pour ça que notre plateau de La Rochelle comprend autant de juristes. C'est pour pouvoir avoir un maximum de spécialités présentes. Et nous pouvons vous accompagner via des formules d'abonnement dans lesquelles vous pouvez bénéficier d'un accès illimité aux services d'information juridique et également à l'ensemble de nos dossiers et modèles de lettres en cas de besoin. Et également de vos conventions collectives à jour des derniers accords. Si jamais vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à contacter notre service commercial sur le numéro qui s'affiche ou à nous envoyer un mail à market@jurytravail.com. Alors, au niveau de notre webconférence pour aujourd'hui, comme vous le savez, vous n'avez pas pu passer à côté, en ce moment a lieu une réforme des retraites qui avait été annoncée lors de la dernière élection présidentielle et qui a donc été adoptée il y a quelques jours via l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution qui permet de faire passer la réforme sans vote à l'Assemblée nationale avec le corollaire qui est que l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement. Donc cette réforme a apporté pas mal de changements, que ce soit au niveau de l'âge de départ en retraite qui devrait donc passer à 64 ans, mais également la création peut-être de nouveaux indicateurs ou de nouvelles données type CDI senior, une amélioration du compte personnel de prévention ou la mise en place d'un index senior qui pourrait intervenir par la suite. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'au niveau de cette webconférence, on a décidé donc de détailler plusieurs points. Le but premier de la webconférence n'est pas tant la réforme, mais surtout la gestion du départ en retraite du salarié, que ce soit un départ volontaire, ça c'est ce qu'on verra dans une première partie. Dans une deuxième partie, on verra plus la mise en retraite du salarié. Dans une troisième partie, le cumul emploi-retraite. Et enfin, dans une quatrième partie, les mesures mises en place pour favoriser l'emploi des seniors et lutter contre l'usure professionnelle. La réforme qui a été votée sera évoquée au cours de cette conférence. On a préféré ne pas faire un dossier dédié parce qu'il y a beaucoup encore d'incertitudes. Donc, on répondra aux questions qui pourraient se présenter. Concernant les questions que vous pourriez avoir, vous pouvez nous poser des questions dans l'onglet chat. Si nous avons le temps, on les traitera après. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Donc, on en a déjà reçu pas mal de questions. Donc, on a traité l'ensemble, on a pris plusieurs questions qui se sont présentées à nous.
Donc, on va traiter. Mylène n'étant toujours pas là, je vais commencer de suite. Et évidemment, oui, heureusement qu'Elodie précise, en cas de besoin, vous aurez également le replay disponible sur YouTube de cette webconférence. Donc, si jamais je vais trop vite parce que le dossier étant assez conséquent, n'hésitez pas à vous connecter sur le compte Jury Travail sur YouTube où vous aurez accès à cette webconf. Alors, la première question qu'on avait eue au niveau de ce départ volontaire en retraite du salarié, la première question qu'on avait eue, ça concernait plus les procédures spécifiques à appliquer, quel préavis, quel document à fournir, quelle procédure à faire. Juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis, je vois les chats, vous m'entendez bien, il n'y a pas de souci de son parce que j'ai l'impression qu'on a quelques soucis en même temps. Donc pour m'assurer, oui, c'est bon, il n'y a pas de problème de son, ok, donc je continue. Excusez-nous pour ce petit souci, ça n'était pas arrivé encore, mais parfois, malheureusement, avec l'informatique, ça ne marche pas toujours comme on veut. Donc la première question qu'on avait eue, c'était donc au niveau de cette procédure, quelle procédure au niveau du départ volontaire du salarié? Alors j'insiste sur départ volontaire. Ce départ volontaire est un choix du salarié qui s'impose à l'employeur. Ce n'est pas l'employeur qui propose, c'est le salarié qui prend la décision de partir en retraite et donc de rompre par conséquent son contrat de travail. Au niveau de la procédure qui est mise en place au niveau de ce départ volontaire, la loi est assez floue sur ce point parce qu'elle ne prévoit pas grand-chose. La condition, déjà, c'est d'avoir atteint l'âge légal de départ en retraite, c'est-à-dire à l'heure actuelle 62 ans, peut-être bientôt 64 ans, si la réforme est validée par le Conseil constitutionnel. Donc, dès lors qu'il a 62 ans et qu'il a évidemment tous ses trimestres, parce que sinon il aura quelques difficultés à faire sa demande de retraite, il peut demander son départ à la retraite et donc informer son employeur de sa volonté de rompre son contrat de travail pour partir en retraite. C'est tout ce qu'il va y avoir comme formalité dans l'immédiat au niveau du Code du travail. Attention par contre, il est très fréquent que les conventions collectives ou le contrat de travail prévoient des formalités pour ce départ en retraite. C'est pourquoi il est toujours recommandé de vérifier systématiquement et la convention collective et le départ en retraite. Si rien n'est prévu, dans ce cas-là, le salarié doit informer son employeur de sa volonté de partir en retraite, de préférence par courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre mise contre décharge afin de se ménager des preuves, notamment quant au point de départ du préavis. Autre point sur lequel il faut être attentif, alors ça c'est plus pour le salarié, c'est de prendre en compte la durée de traitement de son dossier de retraite par l'administration. La demande en retraite n'étant pas immédiate, c'est pas parce qu'on fait sa demande en retraite qu'on va immédiatement profiter de sa retraite. Il faut compter à peu près 6 mois de démarche. Donc, il faut que le salarié entame les démarches bien avant d'alerter son employeur qui va faire ce départ en retraite. C'est pourquoi il est possible que le salarié informe l'employeur qui compte partir en retraite, mais qui ne pose pas encore sa demande de départ en retraite. C'est juste parce qu'il aura commencé les démarches, il va attendre encore un petit peu pour que la fin de son préavis colle avec son droit à toucher sa retraite. Donc, comme je vous ai dit, il y a un préavis à respecter. Il y a toujours un préavis à respecter pour le départ en retraite. Le salarié ne part pas comme ça du jour au lendemain. Il doit donc respecter un préavis soit légal, soit conventionnel. Le préavis légal, il est assez simple, c'est le même préavis que pour le licenciement. Si le salarié a entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté, ce sera 1 mois de préavis. S'il a plus de 2 ans d'ancienneté, ce sera 2 mois de préavis. S'il a moins de 6 mois, il n'y a pas d'ancienneté, ça dépendra des usages applicables dans l'entreprise. Donc ça, c'est si on s'en tient au Code du travail. Par contre, il est très rare qu'une convention collective ne prévoie rien sur ce point. Donc là aussi, il faut systématiquement vérifier la convention collective et vérifier notamment le préavis en cas de départ en retraite, qui n'est pas forcément le même que celui en cas de licenciement. Donc, toujours vérifier cette convention collective. Si elle prévoit une disposition plus favorable pour le salarié, on appliquera la convention collective. Alors, qu'est-ce qu'on entend par plus favorable pour le salarié? Ce sera une durée de préavis plus courte que la durée prévue par le Code du travail. Juste un petit point avant de passer à la question suivante. Il faut faire très attention sur une petite particularité lorsqu'il y a un départ en retraite. C'est une loi qui est passée assez inaperçue, une loi du 3 juillet 2020. L'employeur qui a un salarié qui part en retraite
doit faire bénéficier aux salariés d'une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui peuvent sauver. Donc, avant le départ en retraite, l'employeur doit proposer aux salariés des actions de sensibilisation sur ces thèmes qui doivent se dérouler sur le temps de travail. Donc ça, c'était pour la procédure pour le départ en retraite. En deuxième question qu'on avait eue, c'était les sanctions si jamais le salarié ne respectait pas son préavis. Donc le salarié pose sa volonté de partir en retraite et il ne respecte pas le préavis. Alors dans ce cas-là, c'est une règle qui est très proche du non-respect du préavis, que ce soit sur une démission, un licenciement ou autre. Déjà, la première chose à prendre en compte, c'est un arrêt pas très récent de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 13 février 1996 qui va préciser qu'un salarié qui ne respecte pas son préavis doit malgré tout toucher son indemnité de départ à la retraite. On verra lors de la question suivante. Le fait qu'un salarié ne respecte pas son préavis ne remet pas en cause son droit à l'indemnité. Cependant, l'inobservation de ce délai de préavis peut entraîner pour le salarié un passage par la case prud'homme parce que son employeur peut l'assigner devant les prud'hommes pour lui demander des dommages-intérêts qui correspondraient au salaire que le salarié aurait dû toucher s'il avait continué à travailler jusqu'à la fin de son préavis. Ça, c'est quelque chose qui était très rare, que ce soit pour les départs en retraite, les démissions, les licenciements. C'est quelque chose qui était très rare jusqu'il y a peu, mais qu'on voit de plus en plus. Beaucoup d'employeurs, ne voulant pas ouvrir de brèche, n'hésitent plus désormais à assigner leurs salariés aux tribunaux en cas de non-respect de ce préavis. Il n'y a pas d'autres sanctions. Donc, en cas de non-respect du préavis, il y a un risque pour le salarié, mais par contre, l'employeur verse malgré tout l'indemnité de départ en retraite. Je vois également les questions. Donc, qui est chargé de faire cette sensibilisation? Ce sont des sociétés spécialisées que vous pouvez trouver en ligne. Et en partant plus tard que la date de préavis, que se passe-t-il? C'est pas possible. Il faut que il n'est pas possible depuis 2008 d'augmenter ou de diminuer la durée du préavis de façon unilatérale, que ce soit sur une démission, un licenciement, un départ en retraite. Donc le délai de préavis doit être parfaitement respecté. Il commence à courir à compter de la première présentation, donc de la notification du départ à l'employeur. Et il ne peut pas être ni diminué ni augmenté. Après, il est évident que si les deux parties se mettent d'accord, personne n'ira s'en plaindre, donc il n'y aura pas vraiment de risque derrière. Au niveau de la question suivante, c'était quelle était l'indemnité de départ en retraite? Alors, le salarié qui part en retraite a le droit à une indemnité de départ volontaire en retraite. Il ne faut pas confondre l'indemnité de mise en retraite qu'on verra tout à l'heure et l'indemnité de départ volontaire en retraite. Donc là, le salarié part volontairement en retraite. Il a le droit à une indemnité qui va varier en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Pour avoir le détail de cette indemnité, elle est fixée à l'article L1237-9, donc L1237-9 du Code du travail. C'est une indemnité qui n'est pas très élevée et donc qui va dépendre de l'ancienneté du salarié. La condition pour l'avoir, c'est d'avoir plus de 10 ans d'ancienneté. Moins de 10 ans d'ancienneté, il n'y a pas d'indemnité. Entre 10 et 15 ans, il y a 0,5 mois de salaire. Entre 15 et 20 ans, 1 mois de salaire, etc. etc. Ça, je vous laisserai consulter l'article en cas de besoin d'informations supplémentaires si vous voulez connaître le montant exact ou de consulter le site Jour et Travail sur des actualités sur le départ volontaire du salarié en retraite. Cette indemnité, comment est-ce qu'on la calcule? On la calcule de façon assez simple. On la calcule comme pour le licenciement. Ce sont les 3 ou 12 derniers mois de salaire. Donc, si on est sur les 12 derniers mois, on fait une moyenne. On les additionne tous, on divise par 12. Si on est sur les 3 derniers mois, pareil, on fait une moyenne. Par contre, si une prime annuelle est versée pendant ces 3 derniers mois, il faut la proratiser. Donc ça aussi, le calcul peut être un petit peu complexe. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser un simulateur. Petite précision, si des primes Macron, donc les primes
PEPA qu'il y avait avant, ou la prime partage de la valeur, la prime PPV qui est actuellement a été mise en place, son montant n'est pas pris en compte pour le calcul de cette indemnité. C'est une prime très particulière qui est un petit peu à part. Donc on ne prend jamais en compte cette indemnité pour le calculer. Donc ça, c'est l'indemnité minimale qui est prévue par le Code du travail. Une convention collective peut prévoir plus. Donc c'est pour ça, ici aussi, il faut systématiquement vérifier la convention collective afin de voir si une indemnité plus favorable existe ou pas. Là aussi, il y a très souvent des indemnités plus favorables prévues par les conventions collectives, donc il faut systématiquement la vérifier. Et contrairement à l'indemnité de licenciement, il est très fréquent dans les conventions collectives que les indemnités de licenciement soient plus faibles que celles du Code du travail parce que ces indemnités avaient été revues en 2017, elles avaient été reçues en 2017. Ce n'est pas le cas de l'indemnité de départ volontaire en retraite. Donc les conventions collectives qui prévoient moins, c'est quand même extrêmement rare. Donc là aussi, vérifier systématiquement la convention collective lorsqu'il s'agit de faire ce calcul. Donc, en question suivante, alors le calcul de l'indemnité de départ, les 3 ou 12 derniers mois de salaire pour faire ce calcul. Alors, je vois beaucoup de questions. N'hésitez pas à les poser également dans le lien qu'Elodie nous avait mis, l'onglet questions, afin que si je n'ai pas le temps d'y répondre, on vous recontacte par la suite, afin qu'on ne vous laisse pas sans réponse. Parce que le sujet est assez vaste. Donc, quel est le calcul des indemnités pour un salarié en temps partiel? Donc là aussi, comme le licenciement, on ne s'embête pas à ce niveau-là. En cas de temps partiel, il faut proratiser la période à temps plein et la période à temps partiel. Donc l'indemnité de départ, en fait, ça reste la même, sauf que c'est le salaire de référence qu'on va utiliser. Hop, alors, je suis vraiment navré, on a une coupure sur le site. Je ne sais pas, c'est bon. Donc on me dit que c'est bon, oui. Alors je suis vraiment désolé, on va accumuler les problèmes là aujourd'hui. J'en suis vraiment navré. Je reprends ce que je vous disais. Donc, au niveau du calcul des indemnités de départ pour un salarié à temps partiel, donc, il faut faire une proratisation sur le salaire de référence qu'on veut utiliser. Donc, les 3 ou 12 derniers mois qu'il faut en fait calculer proportionnellement aux périodes d'emploi à temps partiel et à temps plein. Le calcul est assez complexe. Honnêtement, n'hésitez pas à utiliser des simulateurs pour ça parce que ça peut vous faire un calcul un petit peu compliqué parce qu'en fait, ça va vous faire un salaire de référence que vous allez proratiser pour le temps partiel et que sur lequel vous allez appliquer la formule, et un autre salaire de référence qui ne sera pas proratisé, sur lequel vous allez appliquer la formule. Donc le calcul est un petit peu compliqué. N'hésitez surtout pas à utiliser un simulateur. Quelle est l'autre question qu'on avait également? C'était le régime social de l'indemnité de départ volontaire. Le régime social, en fait, c'est tout simplement les cotisations sociales et la CSG-CRDS. Donc, une indemnité de départ volontaire qui est faite en dehors de tout plan de sauvegarde pour l'emploi, si jamais il y en a un. Elle est soumise intégralement aux cotisations sociales et intégralement à la CSG et à la CRDS, peu importe son montant. Il n'y a aucune exonération de prévu, contrairement à l'indemnité de licenciement. Donc, sur ce point, il faudra bien faire attention. La formule qu'on applique tout à l'heure, que je vous ai expliqué, ces fameux 3 ou 12 derniers mois, on prend les salaires bruts et l'ensemble sera soumis à cotisation sociale et à CSG, CRDS.
Et enfin, en dernière question sur ce départ volontaire en retraite, on avait qu'est-ce que la réforme change sur ce départ volontaire à retraite? Pas grand-chose. Le simple changement sera l'âge de départ, qui ne sera plus à 62 ans, mais à 64 ans. Mais après, de toute façon, le salarié part quand il veut. S'il a envie de partir plus tard, il le peut, mais par contre, il ne pourra probablement plus bientôt le faire avant ses 64 ans. Donc ça, c'était pour le départ volontaire à la retraite. Donc là, c'est vraiment le salarié de sa propre initiative qui veut mettre fin à son contrat de travail. L'autre procédure, ça va être la mise en retraite du salarié. Donc là, ça ne provient plus du salarié, mais ça provient de l'employeur. Alors, on va voir au niveau donc de cette mise en retraite qui est un peu plus rare, mais qui peut avoir des conséquences importantes, surtout en termes d'indemnités. Parce que les indemnités ne sont pas du tout les mêmes que pour le départ volontaire en retraite. Donc, concernant cette mise en retraite, la procédure, elle est assez simple. C'est dès lors que le salarié a atteint l'âge d'obtention automatique du taux plein, c'est-à-dire à l'heure actuelle 67 ans, et ce taux n'est pas visé par la réforme, donc ne changera pas. Donc dès lors que le salarié a 67 ans, l'employeur peut interroger son salarié par écrit 3 mois avant de son intention ou pas de quitter l'entreprise pour bénéficier de sa retraite. Donc 3 mois avant cet âge, il peut poser la question. À partir du moment où l'employeur pose la question, le salarié a 1 mois pour lui dire oui ou non. Donc si le salarié dit non, dans ce cas-là, aucune mise en retraite ne peut être prononcée et l'employeur ne peut plus le redemander avant 1 an. Ceci, ainsi de suite, jusqu'à l'âge de 70 ans. Et à partir du moment où le salarié a 70 ans, dans ce cas-là, l'employeur peut mettre le salarié en retraite d'office. Donc, il peut le mettre en retraite sans son accord. Donc, à 67 ans, on demande, 68, on demande, 69, on demande, 70, on peut imposer. On n'est pas obligé. L'employeur n'est aucunement obligé de mettre en retraite d'office son salarié, mais il peut lui imposer. Donc ça, c'est si le salarié dit non. Si le salarié dit oui, il quitte son travail. Et s'il ne répond pas, là, c'est un petit peu flou. Il n'y a pas vraiment de jurisprudence sur ce point. Mais en tout état de cause, selon nous, son silence ne vaut pas acceptation. D'autant plus que se tromper sur ce type de choses et lui forcer sa mise en retraite alors qu'on n'en aurait pas le droit peut entraîner une nullité, ce qu'on verra tout à l'heure, qui peut être assez coûteuse. Donc la prudence veut que l'absence de réponse du salarié ne vaille pas acceptation. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur ce point pour mettre en garde sur cette interdiction de ce qu'on appelle les clauses couperées. Ce sont des clauses qui, dans le contrat de travail, vont dire que le salarié, une fois qu'il aura atteint un certain âge, est automatiquement mis en retraite. Ces clauses sont totalement interdites et seront considérées comme nulles en cas de litige. Donc, pas de clause couperée dans le contrat de travail, peu importe l'âge qu'a le salarié lors de son embauche. Donc, pour revenir sur notre mise en retraite, à partir du moment où l'employeur demande cette mise en retraite, fait une mise en retraite d'office ou que le salarié accepte sa mise en retraite, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment d'exigence de la part du Code du travail, mais il est recommandé de le notifier par courrier recommandé avec accusé de réception afin d'éviter un certain nombre de contestations, notamment le point de départ du préavis. En outre, vérifier systématiquement la convention collective qui peut prévoir une procédure particulière. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc, toujours, là aussi, vérifier la convention collective. Donc, dès lors qu'on a une mise en retraite, là aussi, on a un préavis. Le préavis, c'est toujours le même, c'est le préavis de licenciement. Donc, 1 mois entre 6 mois et 2 ans, 2 mois au-delà de 2 ans. Et si vous êtes sur moins de 6 mois, il faut voir les usages en cours de l'entreprise ou ce qui est prévu dans le Code du travail. Là aussi, comme pour le départ en retraite, vérifiez systématiquement la convention collective qui, dans la très grande majorité des cas, voire la quasi-totalité, prévoit un délai de préavis autre.
Si jamais vous avez une concurrence entre la convention collective et le code du travail, ici aussi, il faut appliquer le plus favorable, la disposition la plus favorable aux salariés. Sauf que là, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure dans le cadre du départ volontaire, dans le cadre de la mise en retraite, la disposition la plus favorable, c'est le délai le plus long et non pas le plus court. Le plus long, pourquoi? Parce qu'on part du principe que sur une mise en retraite, c'est l'employeur qui est demandeur. Donc le délai de préavis le plus long sera le plus favorable. Alors que sur le départ volontaire en retraite, c'est le salarié qui est demandeur. Donc le délai de préavis le plus favorable est le plus court. Donc, est-ce que les demandes ou acceptation de tel informalisme? Non, pas particulièrement. Ça, vous pouvez prendre un modèle, que ce soit sur le site du Jury Travail ou ailleurs. Le formalisme n'est pas très compliqué. Il faut juste avoir certaines mentions, donc notamment la mention de l'âge du salarié, du pourquoi est-ce qu'on fait cette demande, pourquoi on fait cette demande, la date. Donc, il y a pas mal de choses. Bon, évidemment, on prêche pour notre paroisse. Si le Jury Travail, c'est toujours mieux. Sur ce type de demande, on en a sans aucun problème. Vous pouvez les retrouver via la barre de recherche de notre site. S'il a des congés en retard au niveau du préavis, il peut les prendre. S'il les prend après l'acceptation du préavis, donc après la notification, ça ne repoussera pas le préavis. Si tous les congés ne sont pas pris, ils devront être payés. En autre question, on avait quelle indemnité pour la mise en retraite? L'indemnité pour la mise en retraite n'est pas l'indemnité de départ volontaire en retraite. L'indemnité pour mise en retraite, en fait, c'est exactement la même indemnité que pour le licenciement. Donc, ce sont des indemnités beaucoup plus importantes. Pour rappel, les indemnités de licenciement, c'est 1/4 de mois de salaire jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 1/3 pour les années au-delà. La convention collective peut prévoir quelque chose de plus favorable. Là aussi, vous avez tout un tas de simulateurs pour faire les calculs. N'hésitez pas à les utiliser parce que, en fonction de certaines absences du salarié, ça peut modifier plus ou moins l'ancienneté. La présence d'un temps partiel peut également modifier certaines choses. Par exemple, si vous avez eu un temps partiel thérapeutique, on n'a pas à reconstituer le salaire. Donc, c'est là aussi, il faudrait prendre en compte le temps partiel. Donc, n'hésitez pas à utiliser un simulateur parce que les calculs peuvent vite devenir assez compliqués. Les simulateurs, il y en a de très bons, donc n'hésitez pas à les utiliser. Donc, indemnité de licenciement, c'est pour ça que lorsque l'employeur veut faire une demande de mise en retraite, notamment à partir de 67 ans, il a intérêt à y réfléchir. Parce que, imaginons un salarié qui avait la volonté de partir à 67 ans, parce qu'il n'aurait pas assez de trimestres. Si l'employeur ne dit rien et que le salarié fait une demande de départ volontaire en retraite, il touche les indemnités de départ volontaire en retraite, qui sont beaucoup plus faibles. Si par contre l'employeur dit « il a 67 ans, je vais lui faire la demande », et que le salarié dit oui, il devra lui verser les indemnités de licenciement, qui peuvent être très importantes en fonction de l'âge du salarié. Donc l'employeur a tout intérêt à bien réfléchir avant de faire ce type de proposition, parce que ça peut lui coûter très cher derrière. Donc là, c'est vraiment à l'employeur de voir ce qu'il préfère. Donc, au niveau de la question aussi qu'on avait sur ces indemnités de mise à la retraite, c'était le régime social de ces indemnités. Concernant ces indemnités, alors vous avez une exonération, contrairement à l'indemnité de départ en retraite. L'indemnité de mise en retraite est soumise à des cotisations sociales si elle est inférieure à 439 920 euros. Si elle est inférieure à 87 984 euros, pardon, excusez-moi. Si elle est inférieure à 87 984 euros, vous avez une exonération totale de cotisations sociales. Si elle est entre 87 984 et 439 920, seule la partie qui dépasse sera soumise à cotisation sociale. Si elle est supérieure à 440 000 euros, là, elle sera entièrement soumise à cotisation sociale dès le premier euro. Donc ça, c'est pour les cotisations sociales. Concernant la CSG-CRDS, elle est exonérée lorsque vous êtes en dessous de 87 984 euros.
Si vous êtes au-dessus, elle sera intégralement soumise dès le premier euro à la CSG et à la CRDS. Donc là, comme vous voyez, contrairement aux indemnités de départ volontaire, vous avez des exonérations sociales sur cette indemnité de mise à la retraite. Pour le moment, ça, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un changement au niveau d'une future loi. Notamment, on peut se demander s'il ne va pas y avoir quelques modifications sur un certain nombre d'indemnités de départ lorsque le salarié approche de la retraite pour faciliter le travail des seniors. Ça, c'est des questions qui sont régulièrement posées, qui ont été débattues plusieurs fois au niveau des personnalités politiques. Donc, on n'est pas à l'abri d'une nouveauté sur ce point dans les mois ou les années à venir. L'autre question que nous avions eue, c'était les risques en cas de requalification de la mise en retraite du salarié. Alors ça, c'est une question extrêmement importante. Là, ça va être le cas de l'employeur qui fait cette proposition de mise en retraite, sauf qu'il ne respecte pas les conditions. Donc, parce que le salarié n'aurait pas encore atteint ses 67 ans, parce qu'il lui aurait fait une mise en retraite d'office alors qu'il n'avait pas les 70 ans. Ça va être les deux exemples principaux. Et ça, la réponse, elle a été donnée par... On a eu un revirement très important de la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 décembre 2006 qui a précisé que ce type de fait était assimilé en un motif discriminatoire lié à l'âge du salarié. Donc, requalification et licenciement nul. Pour rappel, au niveau des sanctions du licenciement, vous avez la sanction la plus faible, c'est l'irrégularité, maximum un mois de salaire. Ça, c'est quand on ne respecte pas, par exemple, la procédure de licenciement, la convocation à l'entretien préalable avec les 5 jours ouvrables. Deuxième sanction, c'est le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce sont les fameux barèmes Macron, où là, vous avez quelque chose qui est très encadré. Et troisième sanction la plus grave, c'est la nullité. La nullité en droit civil, c'est la sanction la plus grave, c'est qu'on fait comme si l'acte n'avait jamais existé. C'est, par exemple, licencier une femme enceinte parce qu'elle est en situation de grossesse. Donc, ne pas respecter la procédure de mise en retraite peut entraîner en une nullité et coûter extrêmement cher. Parce que la nullité, c'est minimum 6 mois de salaire en indemnité, mais ça peut se compter en années. Imaginez que vous partez sur 2 ans de procédure. Vu qu'on fait comme si le fait n'avait jamais existé, ça veut dire qu'il faudra verser 2 ans de salaire. Donc, ça peut être des indemnités très conséquentes. Et ce genre d'indemnité peut mettre des entreprises, surtout des petites entreprises, en très grande difficulté financière. Donc, c'est pour ça que quand on parle mise en retraite, il faut faire très attention et bien respecter la procédure parce que les risques derrière peuvent être très importants. Et en autre question, on avait également, existe-t-il des formalités déclaratives concernant cela ? Alors oui, on a l'article L 1221-18 du Code du travail qui a posé des formalités concernant ces départs en retraite. Alors ça concerne pas mal de choses, donc je vais vous les lister, mais en cas de besoin, vous pouvez taper article L 1221-18 sur Google pour tomber sur la liste. Donc chaque année, l'employeur, au plus tard au 31 janvier, il doit adresser à son centre URSSAF une déclaration qui va indiquer le nombre de salariés partis en pré-retraite ou en cessation anticipée d'activité, avec leur âge et le montant de l'avantage qui leur a été alloué. Il faut qu'il indique le nombre de mises en retraite d'office qu'il a prononcé dans l'année, également le nombre de mises en retraite tout court, donc de salariés de plus de 67 ans qu'il a prononcé, le nombre de salariés âgés de plus de 55 ans qui ont été licenciés, ou le nombre de salariés âgés de plus de 55 ans qui ont bénéficié d'une rupture conventionnelle. Donc ça, chaque année, l'employeur doit faire une déclaration mentionnant tout cela à son centre URSSAF. Il n'y a pas besoin de la faire par courrier recommandé, vous pouvez la faire via la DSN. Vous devez avoir un onglet pour le faire, pour faire cette déclaration, chaque année avant le 31 janvier. C'est très important parce que vous avez des amendes qui peuvent être prononcées si ça n'est pas fait. Et également, qu'est-ce que change la réforme sur toute cette procédure de mise en retraite ? Là, ça va être assez simple, elle ne change strictement rien.
Pour la simple et bonne raison que toute cette mise en retraite, elle est basée sur l'âge d'obtention automatique d'une retraite à taux plein. Donc, ça veut dire le moment où on peut obtenir sa retraite, même si on n'a pas tous ses trimestres. Et cet âge, il reste inchangé avec la réforme, il reste à 67 ans. Donc, la réforme sur ce point, à l'heure actuelle, ne change strictement rien. Alors, l'autre point qu'on a également, ça va être, qu'on peut rencontrer également, ça va être après la retraite, après cette demande de retraite, un salarié qui souhaite travailler, donc cumuler le cumul emploi-retraite, donc cumuler sa pension de retraite avec des revenus d'une activité professionnelle. On va voir de façon assez simple deux points, c'est le cumul emploi-retraite intégral et le cumul emploi-retraite plafonné. Que vous soyez sur le régime de base ou le régime complémentaire, c'est grosso modo la même chose, les mêmes règles qui s'appliquent. Alors, le cumul emploi-retraite intégral, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est simple. C'est un salarié qui a atteint l'âge limite lui permettant d'obtenir une retraite à taux plein, donc à l'heure actuelle 62 ans, 64 ans bientôt, avec l'ensemble de ses trimestres, ou autrement qu'il ait 67 ans et qu'il ait obtenu sa retraite à taux plein. Donc ça, il faut soit avoir l'un, soit avoir l'autre. Et en plus, il faut avoir liquidé l'ensemble de ces régimes de retraite, base et complémentaire. Donc, il faut vraiment avoir fait toutes les démarches. Donc ça, ce sont les deux conditions pour bénéficier du cumul intégral le cumul intégral emploi-retraite. Il y a un troisième élément qui n'est pas clairement mentionné, mais qui en réalité est logique, c'est que le salarié doit avoir rompu le lien professionnel qui le lie à son dernier employeur. Donc, il faut qu'il ait fait soit un départ volontaire en retraite, soit une mise en retraite. Alors, pourquoi c'est logique alors que ça n'est pas mentionné? C'est pour la simple et bonne raison que vous ne pouvez pas faire vos demandes de retraite si vous n'avez pas... Vous ne pouvez pas, partir sur votre retraite si vous n'avez pas mis fin à votre contrat de travail. Donc, c'est pour ça qu'il faut. La question qui tombe très souvent sur le cumul emploi-retraite à ce niveau-là, c'est existe-t-il un délai de carence pour reprendre une activité chez son dernier employeur? Lorsqu'on est sur un cumul emploi-retraite intégral, il n'existe plus de délai de carence depuis la loi de financement de la sécurité sociale de 2009. Donc, il peut reprendre quasiment immédiatement, donc le temps de liquider toutes ses retraites, il peut reprendre un emploi chez son dernier employeur. Donc ça, c'est pour le cumul emploi-retraite intégral. Il peut travailler sans délai de carence. Il n'y a pas de plafond limite au niveau des revenus à obtenir. Ce qui n'est pas le cas, par contre, de l'autre cumul emploi-retraite, qui est le cumul emploi-retraite plafonné. Là, ça va viser tous les autres cas. Donc le salarié, soit a plus de 62 ans, mais n'a pas tous ses trimestres, et donc n'a pas 67 ans. Donc, dans ce cas-là, on sera sur un cumul plafonné. Lorsqu'on est sur un cumul emploi-retraite plafonné, il existe là, par contre, un délai de carence. Donc, le salarié ne peut pas reprendre son poste chez le même employeur avant une limite de 6 mois. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la somme qui va tirer de cette activité professionnelle plus les pensions qu'il va toucher entre son régime de retraite de base et son régime complémentaire, tout cela ne doit pas dépasser soit 160% du SMIC, soit la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours de la période de référence. Donc, la moyenne mensuelle, en fait, c'est le mois en cours plus les 2 mois précédents qui précédait son départ en retraite. Donc là, il y a 2 conditions lorsque vous êtes sur un cumul emploi-retraite plafonné, un délai de carence à respecter et il ne faut pas gagner plus d'une certaine somme. Donc soit 160% du SMIC, soit la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours de la période de référence, qui est le mois d'activité précédant le départ en retraite, plus les 2 mois civils précédant ce mois d'activité. Au niveau de la réforme, sur ce point, elle ne change rien. Ça n'a pas été pris en compte au niveau de ce cumul emploi-retraite, mais il est prévu de modifier les conditions afin de favoriser ce cumul emploi-retraite.
Donc, il y a très probablement une réforme qui va passer de nouveau là-dessus, que ce soit via une loi ou peut-être un décret, parce que vu que le gouvernement n'a pas de majorité absolue, il faut s'attendre aussi à de plus en plus de textes qui passeraient par décret. Donc, il va y avoir des changements, mais pour le moment, il n'y en a pas. Et ça ne devrait pas tarder. Alors, enfin, donc pour notre dernière partie sur les mesures en faveur de l'emploi et contre l'usure professionnelle, essentiellement ce que va changer la réforme, on va étudier 2 points, l'index senior qui devrait être mis en place et le CDI senior qui a également été mis en place au niveau de cette réforme. Alors, juste avant d'en parler, je vais juste faire une petite parenthèse sur cela parce que c'est intégré à la réforme, mais c'est très loin d'être adopté pour le moment. Pour vous expliquer le pourquoi, c'est tout simplement que le gouvernement, pour passer sa réforme, est passé par une loi de finances rectificative de la sécurité sociale. La simple raison pour laquelle il a fait ça, c'est que l'usage de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, qui a fait beaucoup parler, est illimité sur les lois de finances. Tout ça pour éviter, pour qu'on en pense, mais juste pour vous expliquer, tout ça pour éviter en fait qu'il puisse y avoir des blocages, parce que si les lois de finances ne sont pas passées avant la fin de l'année, l'État ne peut plus engager la moindre dépense, que ce soit les contrats qu'ils peuvent avoir, les salaires des fonctionnaires, etc. etc. C'est pour ça que l'article 49 alinéa 3 a été laissé en illimité sur les lois de finances, parce que sur les autres lois, le gouvernement ne peut l'utiliser qu'une fois par session parlementaire, c'est-à-dire une fois par an. Donc le gouvernement, pour éviter de se griller un joker, a décidé de passer par une loi de finances rectificative de la sécurité sociale pour faire toutes ces modifications. Changer l'âge de retraite, ça ne pose pas forcément trop de problèmes. Vous êtes sur quelque chose qui a trait aux finances de la sécurité sociale. Par contre, l'index senior et le CDI senior, ce n'est pas forcément le cas. Et ça reste très proche de ce qu'on appelle des cavaliers. Les cavaliers, c'est un texte qu'on va planquer dans une loi, dans un autre texte plus grand, afin d'espérer de faire passer tout le texte sans qu'on voit ce qu'on a planqué dedans. Les cavaliers sont interdits par la Constitution. Et cet index senior et ce CDI senior ressemblent quand même énormément à des cavaliers. Donc c'est pour ça que le Conseil constitutionnel, qui sera forcément saisi de cette réforme, risque de censurer cet index senior ou ce CDI senior, ou peut-être de censurer certaines parties, ou va peut-être laisser passer certaines choses. Donc c'est pour ça que là, ce que je vous dis, c'est avec des grosses pincettes, parce qu'on n'est pas du tout certain que ça reste. Donc pour l'index senior, je voyais juste une question très rapidement sur qui décide de retraite plus emploi intégral ou emploi plafonné. Qui décide, c'est soit vous avez plus de 67 ans et là ou plus de 62 ans avec tous vos trimestres et là c'est intégral, soit vous avez entre 62 et 67 ans mais pas tous vos trimestres et là c'est plafonné. Donc c'est juste comme ça qu'on choisit entre l'un ou l'autre. Donc pour revenir sur l'index senior, qu'est-ce que ça va être cet index senior? Alors déjà, ça va viser uniquement les entreprises de plus de 300 salariés. Dans les entreprises de plus de 300 salariés, l'employeur devra publier chaque année un indicateur relatif à l'emploi des seniors en distinguant leur sexe et les actions mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l'entreprise. Donc ça peut être des formations, de la prise en compte de l'usure professionnelle, de l'adaptation du poste de travail. Donc il y a tout un tas de choses qui pourraient être mises là-dedans. Et donc le but de cet index, c'est que l'employeur cherche à poursuivre un objectif d'amélioration de l'embauche et du maintien de l'activité des seniors. Donc, quelles seront la liste des choses à mettre dedans? Quel sera le calcul? Ça, pour le moment, on n'en a pas la moindre idée. C'est un décret qui devra intervenir afin de mettre en place cela. La réforme précise également, parce qu'il est de plus en plus fréquent, de laisser un maximum les branches professionnelles négocier. Donc, la réforme précise également sur cet index senior qu'une convention collective, un accord de branche, pourra déterminer la liste de ces indicateurs et leur méthode de calcul. Et dans ce cas, ces nouveaux indicateurs, cette nouvelle méthode de calcul se substituera à celle prévue par le décret. Donc pour cet index senior, s'il entre en vigueur, il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2023 pour les entreprises de plus de 1000 salariés et à compter du 1er juillet 2024 pour les entreprises entre 300 et 1000 salariés.
Et là aussi, comme je vous ai dit, très important, à ce niveau-là, attention à une possible censure du Conseil constitutionnel. Ça fait partie, l'index senior et le CDI senior, des éléments qui pourraient être censurés. Et donc, l'autre question qu'on avait, c'était sur le CDI senior. C'était quoi ce fameux CDI senior? Là aussi, c'est quelque chose qui a été mis en place par cette réforme. Ce CDI senior, qui pourrait s'appeler contrat de fin de carrière, serait un contrat qui s'adresserait aux salariés de plus de 60 ans et qui serait un CDI. Ce contrat, CDI classique, ce serait un contrat écrit, permettrait à l'employeur de bénéficier d'un certain nombre d'incitations financières en échange, et notamment d'une réduction de cotisations sociales. Par exemple, une réduction des cotisations familiales pendant 1 an, et probablement peut-être quelque chose supplémentaire, mais en tout cas, il y aura une carotte sociale qui sera mise en place. Ce CDI senior, il sera en vigueur à compter du 1er septembre 2023, sauf s'il est rendu inconstitutionnel par la saisine du Conseil qui n'a pas été faite encore, je crois, mais qui en tout cas va l'être très prochainement. Donc, au niveau des questions qu'on avait reçues, alors on a eu pas mal de questions, donc là on essaie de traiter un maximum de questions dans le peu de temps imparti. Malheureusement, c'est toujours très court, 45 minutes. Si j'étais trop rapide, n'hésitez pas à accéder à la webconférence en replay sur YouTube sur la page Jury Travail. Vous pouvez également tester nos abonnements en posant une question à moi, Estelle, Valérie ou Mathilde via notre site internet et le lien que vous a mis Elodie dans le chat. Donc, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. On vous répond en moins de 2 heures. Théoriquement, c'est que là, en ce moment, on a quelques petits soucis en interne, donc on risque d'avoir un petit peu de retard, mais on vous répondra le plus rapidement possible. Il y a énormément de questions qui sont tombées. Je crois que la fin, c'était 14h45. Alors, juste une petite question qui est très importante sur ce point, juste avant d'aller plus loin, c'est le salarié protégé. Je réponds très rapidement. Le départ volontaire en retraite du salarié protégé, il n'y a pas d'autorisation à l'inspection du travail, pour la simple et bonne raison qu'on est sur un départ volontaire. Par contre, la mise en retraite, il faut une autorisation de l'inspection du travail, ainsi qu'une consultation du CSE. Vous pouvez vérifier l'ensemble de nos articles qui résument également tout ce qui a été dit. Elodie est en train de mettre le lien dans le chat. Également, vous pouvez approfondir sur nos dossiers. Donc, je crois, oui, Elodie l'a également mis dans le chat. Alors, je suis vraiment désolé pour ces petits soucis techniques qu'on a eus, qui, j'espère, ne se reproduiront pas. Également, pour vous avertir, jeudi 6 avril prochain, nous ferons une webconférence sur l'embauche d'un salarié étranger, un sujet extrêmement complexe où vous ne pouvez pas dépasser la ligne rouge. Je vous invite vivement à venir la regarder parce qu'il y a une grosse réforme en 2021 qui n'est pas très souvent prise en compte dans ce qu'on peut trouver sur Internet. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir pour cette future webconférence sur un sujet extrêmement complexe et extrêmement dangereux. Je suis vraiment navré pour ces petits soucis techniques qu'on a eus et surtout n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question via les demandes de questions gratuites. Si vous souhaitez en savoir plus via nos abonnements, vous pouvez nous contacter au 01 75 75 36 00 ou sur notre site jurytravail.com. Et si jamais vous avez besoin de n'importe quoi, n'hésitez pas à passer sur notre site. On a pas mal de modèles de lettres si jamais vous avez besoin. Donc, je vous remercie tous de votre présence et je vous dis à très bientôt sur Jury Travail.